Patrick, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, en matière d'inflation, qui est le sujet du moment, vous nous dites on n'a peut-être pas tout vu, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Alors il y a deux raisonnements. Il y a un raisonnement un peu structurel, donc qui concerne le long terme, dans les quelques, je sais pas, les 5, les 10 prochaines années. Et puis il y a un raisonnement plus conjoncturel qui est spécial à l'Europe et qui est millions d'Américains. Et c'est dû à différentes causes. L'arrêt de l'envie de travail beaucoup plus simple, moins difficile. Et du coup, ça crée ce changement de désir en termes d'emploi, ça crée un gros désajustement au niveau sectoriel, en difficulté des embauches à des niveaux incroyables, qui n'ont jamais été atteints depuis qu'on fait cette enquête. On a un énorme... c'est que la Covid a provoqué, et ça dure, une déformation de la structure de la demande des services vers les biens. Donc si on produit des biens et moins de services, on consomme davantage. Et dans le même temps, les gouvernements ne font pas grand-chose pour freiner la demande. Donc on est en train de créer un désajustement avec une insuffisance chronique de la production de pétrole, de gaz, de charbon, etc. Donc on accentue. C'est pas géré en parallèle la baisse de la demande et la baisse de l'offre pour les énergies fossiles. Donc tout ça fabrique une situation. Il y a des raretés pour l'énergie, il y a des raretés pour les métaux, il y a des raretés pour les matières premières agricoles, il y a des raretés pour le transport, il y a des raretés pour les semi-conducteurs de toutes ces matières premières. Et puis le troisième choc qui est là et qui a commencé, c'est la transition énergétique. On comprend aujourd'hui assez bien. Alors le premier problème, on l'a déjà évoqué, c'est que c'est très compliqué de gérer la sortie des énergies fossiles en parallèle du côté de l'offre et du côté de la demande. Pas assez d'épargne. Voilà, donc on a trois gros chocs. Un choc sur les comportements des salariés au travail. C'est tout ce qui sert pour les circuits électriques, les réseaux, c'est tout ce qui sert pour les batteries électriques, etc. Donc le prix du lithium a été multiplié par 7 en 2 ans, par exemple. Voilà, donc tout ça, évidemment, ça a une caractéristique commune, c'est d'être inflationniste. Donc il y a une inflation qui vient de la transition, et donc on est dans un monde qui va être beaucoup plus inflationniste que le monde précédent. Donc ça c'est la partie structurelle du raisonnement. Alors, le premier graphique, c'était la proportion d'entreprises en pourcentage. Là, c'est l'écart type, le nombre d'écarts types par rapport... Et je reviens à la grande démission, parce qu'on pouvait se dire que ce serait un phénomène transitoire. Or, on a des enquêtes qui sont menées par différents organismes. Depuis 3 mois ou moins, sont déjà en train de réfléchir à une entreprise pour s'adapter et risque de devoir tout de même augmenter encore une fois les salaires. Oui. Alors, il y a un vrai débat là-dessus, et on va après passer aux questions de court terme, où ceci intervient très fortement. Les salaires vont devoir accélérer, parce que vous pouvez pas garder une situation où le turnover s'accélère, parce que la seule façon, finalement, de pas perdre de pouvoir d'achat, c'est de changer d'employeur. Oui, mais surtout, alors la France, c'est un cas assez particulier, parce qu'en plus, il y a l'indexation du SMIC sur les prix, qui crée aussi aux entreprises, dans les entreprises qui ont plus un énorme problème aussi, d'écrasement complet de la hiérarchie des salaires au-dessus du SMIC. N'oubliez pas que le SMIC est indexé sur un indice des prix qui est particulièrement plus vite que l'indice général des prix. Donc à la fin de l'année, peut-être que le SMIC devra avoir augmenté de 7%, et donc il est en train de rattraper les salaires qui sont au-dessus et qui, eux, augmentent de 2 à 3%. Et puis il y a cette question du turnover, qui est en train énormément d'augmenter, parce que à nouveau, si vous voulez 10% de hausse des salaires, il faut changer d'employeur. Alors on a balayé les phénomènes structurels, les phénomènes de court terme qui pourraient alimenter cette inflation. Quand on regarde les prix de vente des entreprises, ils ont augmenté de 7% sur un an. Bon, l'inflation est à 8,5, donc on n'est pas loin, je veux dire. Les marges des entreprises ont beaucoup augmenté. C'est-à-dire que les pétroles et le gaz aux États-Unis, donc ça reste à l'intérieur des États-Unis. Donc moi je pense qu'aux États-Unis, on est à peu près au pic de l'inflation, donc avec cette inflation à 8,6. Les prix de production des entreprises n'ont augmenté que de 3%. Je parle du prix de vente, c'est le prix, techniquement, c'est le prix du PIB, c'est pas les prix de production de l'industrie qui incluent l'énergie, etc. C'est les prix, n'arrive pas à augmenter la production autant qu'ils le disent. On arrive vraiment à un niveau de capacité très près de la capacité. On parle de 140, 150, 160 dollars. Alors, c'est très facile de se tromper, parce que si on se trompe d'1 million de barils jour dans la production mondiale, on se trompe de plus de 5 dollars sur le prix, donc ça va très très vite. Mais Europe, d'une part, un pétrole qui va rester cher, et nous l'importons, à la différence des Américains, et deuxièmement, des entreprises qui n'ont pas encore passé leur coût, et c'est très vrai en particulier des entreprises qui vendent à la grande distribution, qui n'ont pas encore renégocié, centrale sur les scénarios futurs, les salaires, je veux dire. Alors les salaires, cette année en Europe, augmentent à peu près de 3%,
mais la désinflation, alors, va être lente. Hein, même la désinflation va être lente. Donc l'idée qu'a la BCE, qui est qu'au début de l'année 2024, on est revenu à 2% d'inflation, ça paraît extrêmement douteux, quoi. Je pense qu'il y a une beaucoup plus grande inertie de l'inflation. Patrick, je vous ai bien écouté, mais j'aimerais que vous reveniez sur les prix de vente. Vous dites qu'ils ont augmenté que de 3%. Quand on fait ses courses, on n'a pas l'impression que ce n'est que 3%. Comment vous arrivez à un tel résultat? Alors il faut voir que ce que voit le consommateur, c'est le mélange de deux choses. Hein. C'est le prix des produits importés et le prix des produits fabriqués en Europe ou en France. Et quand on décompose l'inflation aujourd'hui en Europe, donc on a un peu plus de 8% d'inflation, il y a 3% qui vient des hausses de prix des paquets, je sais pas quoi, un paquet de biscuits ou un vélo. Vous avez un bout du prix que vous payez qui vient du prix des imports, et puis vous avez là-dessus le prix qu'a ajouté, la hausse de prix qu'a ajouté la personne qui a fabriqué le produit en Europe. Et la différence très forte avec les États-Unis et l'Europe, c'est qu'en Europe, cette hausse des prix du fabricant européen, bien sûr, le consommateur voit un mélange des deux qui fait 8%, quoi. Alors 5 et quelque chose en France, 8% dans l'ensemble de l'Europe. Mais il faut voir que là-dedans, les 2/3, en fait, sont dus à la quasi-totalité est due à la hausse des prix intérieurs. Donc ça fait une très grosse différence. Et c'est mon argument pour dire qu'on n'est pas au bout de l'inflation européenne, parce qu'à un certain moment, les prix intérieurs vont se mettre à augmenter, se mettre à rattraper les prix importés. C'est plus clair comme ça. Bon, vous avez insisté aussi sur la facture énergétique. Alors, on a un graphique qui apparaît, là encore extrait de... Alors, on est à 1,05 en moyenne, hein, depuis quelques jours, semaines, ça bouge un peu. Et effectivement, donc on a quand même un choc. Et c'est ça qui m'inquiète sur l'inflation européenne, c'est que le choc inflationniste que reçoit l'économie européenne. Donc, alors évidemment, après, il y a des mécanismes stabilisateurs. Par exemple, les États ont bloqué un certain nombre de prix, ont subventionné un certain nombre de produits. Et vous attendez à une inflation supérieure de combien de points? Moi, je pense, alors c'est compliqué, parce que les États vont prendre de nouvelles mesures, d'ailleurs, hein, de subventionnement ou de blocage des prix, vous voyez, en France, donc, je pense que l'inflation européenne, elle peut sans doute se rapprocher de 10, quoi, hein, au moment où elle sera le plus haute dans ce cycle. Est-ce que cette inflation, elle va prétendre que, finalement, en atrophiant le pouvoir d'achat et en, finalement, contraignant la demande, eh bien, on va avoir un mécanisme autorégulateur qui va se mettre en place, induit par cette inflation forte, ne va pas réguler toute cette inflation, toutes ces tensions inflationnistes? Alors, il y a 3 théories. Aujourd'hui, aux États-Unis et en Europe, il y a une très forte baisse du pouvoir d'achat des salariés. Hein. Donc, normalement, l'économie devrait déjà être très faible. Or, elle ne l'est pas. Aux États-Unis, parce que la baisse du pouvoir d'achat a été compensée par la désépargne, et en fait, ça veut dire par le crédit. Donc les Américains s'endettent énormément pour continuer à consommer. Oui, on a des chiffres absolument spectaculaires. C'est spectaculaire sur les cartes de crédit, etc. À compenser la baisse du pouvoir d'achat. Et en Europe, la baisse du pouvoir d'achat est compensée par les États et par les déficits publics. Donc tant que ça dure, il n'y a pas de récession. La dynamique la plus probable, c'est une dynamique où les banques centrales vont devoir monter les taux d'intérêt aux États-Unis jusqu'au point où ça freine fortement le crédit, jusqu'au point où les États ne peuvent plus faire de déficit public aussi important. Et c'est la baisse des dépenses publiques qui provoquera la désinflation. Et là, on n'y est pas. Il y a des taux d'intérêt à court terme dont on pense qu'ils vont monter à 3% à la fin de l'année. Si l'inflation est toujours entre 7 et 8%, si les taux d'intérêt sont à 3, vous avez toujours une... Je crains qu'en réalité, les taux d'intérêt vont monter beaucoup plus que ce que les marchés anticipent, même si les marchés continuellement anticipent plus. C'est-à-dire que les marchés ne croyaient pas du tout. Parce que si on veut, freiner le crédit aux États-Unis, quand vous avez de l'inflation, tant que les taux d'intérêt réels sont très négatifs, on continue à s'endetter, quoi. Je veux dire, vous avez intérêt à vous endetter pour pas acheter l'année prochaine. On va pas baisser la demande et donc l'inflation va pas baisser non plus. Donc je pense qu'il va falloir aller beaucoup plus loin dans les hausses de taux pour casser ce qui soutient la demande des ménages aujourd'hui. Bon, ça, c'est un point crucial pour les marchés et pour les investisseurs. C'est que, selon vous, on n'a pas encore suffisamment anticipé le durcissement de la politique monétaire. Alors, à nouveau, avec des révisions constantes où les taux d'intérêt anticipés n'arrêtent pas de monter, quoi. Oui, en gros, mais la prise de... faut se rendre compte que la quasi-totalité des gens qui travaillent dans les marchés financiers aujourd'hui n'ont jamais connu d'inflation. Hein. Ils sont jeunes, donc les années 80, ils n'étaient pas nés. Les opérateurs des marchés aimeraient bien ne pas voir, quoi. Mais honnêtement, je reprends ma question. Si vous croyez, François Villeroy... Vers le haut.
On a la transition énergétique qui est inflationniste. On a des phénomènes aussi plus conjoncturels qui vont amener inflationniste. Et conséquence de tout ça, les banques centrales vont devoir relever beaucoup plus. Oui, plus le fait qu'il y a une grosse asymétrie entre l'Europe et les États-Unis, avec en Europe une inflation qui est encore cachée, en fait, qui est cachée dans le fait que les salaires